Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau défi sur Pokémon. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la version blanche en Hardcore Nuzlocke avec uniquement des Pokémon de type insecte. Alors, pourquoi ce challenge en particulier? Parce que les versions noires et blanches ont été les premières versions où on ne trouvait pas de scouts. Et même avant la 9G, la 5ème génération était la seule où les scouts n'apparaissaient pas. Donc voilà, les règles sont simples. Je ne peux capturer que le premier Pokémon insecte que je croise dans chaque zone, un Pokémon KO est directement relâché, je ne peux utiliser que des objets tenus en combat, je n'ai pas le droit d'utiliser un Pokémon dont le niveau est supérieur à celui du meilleur Pokémon du champion d'arène suivant ou celui du meilleur Pokémon du 4ème membre du Conseil 4. Bon, en l'occurrence dans ces versions les membres du Conseil 4 sont tous au même niveau mais c'est pareil. Par exemple, tant que j'ai pas obtenu le premier badge, je peux pas dépasser le niveau 14 puisque le singe des champions de Goes est niveau 14. A noter qu'il est autorisé de dépasser ce niveau pendant le combat d'arène ou pendant la ligue. J'ai le droit d'utiliser des esclaves ACS, autrement le défi pourrait ne pas être possible. Et je dois mettre le jeu en mode défini, ce qui retire l'option permettant de changer de Pokémon après avoir mis le Pokémon de l'adversaire KO. Une petite précision avant de commencer. En starter, j'avais le choix entre Larveillette et Venipat, puisque c'est les premiers Pokémon insectes qu'on rencontre. Et comme mon but était de mettre le maximum de difficulté, j'ai mis mon starter à la place de Vipellière, de façon à ce que Cheren ait la première arène et l'avantage du type sur moi. Mais avec Larveillette, la première arène était impossible, donc j'ai choisi Venipat en starter. Ah oui, dernière chose, je sais que j'aurais pu récupérer un Pyroni, mais comme il évolue au niveau 59 et que le Conseil 4 est au niveau 50, ça valait pas le coup. Voilà, maintenant vous savez tout, c'est parti. Salut à vous, moi c'est Issoufre. Mes parents m'ont appelé comme ça parce que d'après eux, comme les Pokémon de type insecte qui étaient les plus faibles, j'étais condamné à souffrir. C'est ça qui m'a poussé à devenir un expert des Pokémon de type insecte, avec pour but ultime de devenir maître. Je viens de Kanto et plus particulièrement de Jadiel. A l'époque, je passais le plus clair de mon temps dans la forêt de Jade, à me battre avec des novices qui entamaient à peine leur voyage, afin de leur montrer que le type insecte dominait tous les autres. Mais un jour, je suis tombé sur ce foutu gamin avec sa casquette rouge. Je l'ai affronté avec mes deux meilleurs Pokémon, des Chenipan au niveau 7. Mais ça a pas suffi pour battre son Salamèche. Et le pire, c'est qu'il m'a volé mes 96 Pokédollars qui m'auraient permis d'investir dans la crypto Pokémonnaie. J'avais trouvé une super formation sur internet et je suis certain que ça aurait fonctionné. Humilié et définitivement pauvre, j'ai relâché mes Chenipan et j'ai sombré en dépression. Jusqu'à ce qu'un jour je tombe par hasard sur un dépliant qui parlait d'échange de dresseurs entre les régions. J'allais échanger ma place avec un dresseur du Nice. C'était pour moi l'occasion de découvrir de nouveaux insectes, de me faire une nouvelle réputation et de devenir maître Pokémon. En arrivant à Renouet, j'ai rencontré le professeur Keteleria, qui m'a ensuite présenté à mes deux meilleurs amis. Ouais, la formulation est étrange, mais c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Le premier s'appelait Cheren, une sorte d'intello qui se la pète royalement, et la seconde Bianca, une fille un peu teubée qui m'énerve juste quand elle respire. Bref, y a pas à dire, c'est pas eux que j'aurais choisi. À mon arrivée, mes nouveaux meilleurs amis se sont ramenés dans ma chambre car le professeur Pokémon nous avait laissé des Pokémon pour notre aventure. Bon, ils ont quand même eu la décence de me laisser choisir en premier. Heureusement pour moi, dans la boîte se trouvait un Pokémon insecte, un Venipat, et franchement j'étais assez content parce qu'il était vraiment cool. Après ça, Bianca a voulu qu'on fasse combattre nos Pokémon dans ma chambre. C'est quoi ces gens bizarres? J'ai quand même accepté parce que j'ai pas voulu ignorer leurs coutumes et je veux m'intégrer à Unis, il faut bien faire des efforts. Je l'ai éclaté à coups de roulade et j'ai fait la même chose avec Cheren. Mais attends, ils m'ont filé 500 balles chacun? C'est quoi ces pigeons? On va peut-être bien s'entendre finalement. Par contre, ils ont saccagé ma chambre et plutôt que de ranger, ils ont préféré aller s'excuser auprès de ma mère adoptive. Mais c'est quoi ces sauvages? Ils ont été élevés par des cochons? Une fois en bas, la mère de mon correspondant nous a dit que c'était rien et qu'elle allait ranger. Mais elle a pas un vrai travail plutôt? C'est quoi cette région? Ensuite, elle m'a appelé son bébé, genre t'as pas remarqué que j'étais pas ton fils, sérieux? Et le pire, c'est qu'elle m'a donné une sorte de montre connectée avant de partir. J'ai l'impression que tout le monde est blindé ici. Bref, en sortant, je suis passé chez Bianca, dont le père avait visiblement des problèmes de gestion de colère, puis on allait voir Keteleria, qui nous a remis nos Pokédex. Ensuite, sur la route 1, mes nouveaux super potes m'ont attendu pour avancer, ce que j'ai trouvé ridicule, et le professeur nous a appris à capturer des Pokémon, alors que j'avais une magnifique équipe de 2 Chenipan, donc je sais déjà faire. Bref, j'ai enfin pu aller m'entraîner. Au bout de la route 1, le professeur nous a appelés sur nos montres connectées alors qu'elle était littéralement à 10 mètres de nous, pour nous faire visiter un centre Pokémon. Je commençais à vraiment croire qu'il faisait tout ça pour Bianca sans la vexer. Je sais bien qu'elle a pas inventé l'appareil à courber les bananes, mais quand même vous abusez là. En sortant du centre Pokémon, je suis tombé sur une sorte de représentation d'activistes qui balançaient toutes sortes d'inepties, comme le fait que nous devrions libérer les Pokémon, ou même que les Pokémon et les humains devraient être égaux. En soi, tout un tas de conneries. On a toujours fait comme ça, et c'est comme ça que faisaient nos ancêtres, donc je vois pas pourquoi on devrait changer ça, c'est absurde. Une fois leur spectacle humoristique terminé, un mec mystérieux nous a approchés en disant qu'il parlait aux Pokémon, certainement un autre illuminé, mais il était tellement beau que je l'ai écouté. Il disait s'appeler N et que les Pokémon n'étaient pas faits uniquement pour combattre et vivre dans des Pokéballs. Donc pour me démontrer ses idées, il m'a envoyé un Pokémon depuis sa Pokéball pour me combattre. Bon, je l'ai éclaté mais je suis pas certain d'avoir compris où il voulait en venir. Une fois tout ça terminé, j'ai pu reprendre ma route pour Ogoes et la première arène.
J'ai un peu entraîné mon Venipat et au bout de la route 2, j'ai retrouvé Bianca qui voulait m'affronter. Mais bon, spam de roulade et elle est rentrée chez elle. En arrivant à Ogoes, un gars devant l'arène m'a dit que le champion n'était pas là et que je devais aller le chercher à l'école des dresseurs. Une fois là-bas, je suis tombé sur Chiren qui voulait m'affronter, donc je lui ai roulé dessus, mais j'ai pas trouvé le fameux champion d'Ogoes. Du coup, je suis retourné à l'arène et en fait c'était bon, il était rentré. En fait, j'aurais pu simplement attendre 2 minutes devant quoi. Bon, passons. J'ai entraîné mon Venipat au niveau 14 et je me suis présenté devant le champion d'arène. Visiblement, ce mec était super fin, puisqu'il cachait en réalité 2 autres personnes dans son dos. En fait, cette arène était tenue par 3 frères, et évidemment, c'est celui qui avait l'avantage du type sur mon Pokémon que j'allais devoir me taper. Bref, il m'a envoyé son Ponchio. J'ai fait des boules armure pendant qu'il s'est empoisonné sur moi, puis je l'ai one-shot avec une roulade coup critique. Ensuite, il m'a envoyé son Flammajou qui était simplement pas assez fort. Allez, premier badge obtenu. En sortant, j'ai rencontré une femme qui voulait me donner quelque chose dans sa chambre, et comme j'adore qu'une fille m'invite dans sa chambre, j'ai pas réfléchi. Bon, finalement elle voulait juste me donner la CS Coupe, mais ça valait quand même le coup. Elle m'a par la suite envoyé au vestige du rêve pour trouver un Munna, mais malheureusement j'y ai trouvé Bianca, qui me fatiguait juste en ouvrant la bouche. Derrière le mur, j'ai trouvé le fameux Munna, mais j'ai été interrompu par 2 personnes bizarres habillées en chevalier, qui me disaient être de la team Plasma, et qu'ils étaient les gentils puisqu'ils voulaient libérer les Pokémon. Pour me le prouver, ils ont mis quelques chassés dans le Pokémon Rose sans défense, en ajoutant qu'ils volaient les Pokémon des dresseurs qu'ils battaient. Alors moi, évidemment, ça m'avait convaincu de leurs bonnes intentions, mais Bianca m'a incité à les combattre, et dommage pour eux, mais mon Venipat était beaucoup trop puissant. Donc pour exprimer leur frustration, ils sont retournés shooter dans le Pokémon. Mais c'est là que le gars de la manif à Arabelle est sorti du mur. 2 fois, avant de se téléporter devant les sbires de la team Plasma et de leur mettre un coup de pression les forçant à fuir. Après ça, un Musharna est venu récupérer le Munna, et on a compris qu'en fait Getis, le gars qui se téléportait et que les sbires appelaient maître, était une illusion provoquée par Musharna. Une fois tout ça terminé, je suis retourné voir la scientifique qui m'a donné la CS Coupe. Elle m'a offert un truc dont je me fous avant de me parler pendant des heures de choses qui ne m'intéressaient pas. Mais ensuite, j'ai enfin pu repartir à l'aventure. Je suis passé devant une maternelle et j'ai massacré tous les enfants, je me suis cru dans une école aux États-Unis, et plus loin j'ai retrouvé Chiren, que j'ai éclaté avant de croiser encore une fois la team Plasma, qui avait volé le Pokémon d'une fillette. Alors comme je suis grand prince, j'y suis allé, et avec Chiren on les a vaincus dans la veine souterraine, on a récupéré le Pokémon de la fillette, et je suis arrivé à Maillard. Sur place, je suis reparti pour l'arène, mais j'ai de nouveau croisé la route du mystérieux N qui m'a parlé de vision et de lire les pensées des Pokémon. Je pense qu'il faisait un bad trip. Bref, il a voulu m'affronter mais j'étais encore une fois trop puissant pour lui, et en partant il disait vouloir utiliser la force du Pokémon légendaire de la région. Ça, c'était ambitieux, surtout pour quelqu'un qui avait une équipe niveau 13. En entrant dans le bâtiment, je suis arrivé dans un musée, et non pas directement dans l'arène. Il y a un gars qui m'a fait faire le tour du lieu, mais j'ai trouvé ça étrange qu'ils aient exposé un dessin d'Armaldo sur un caillou, parce que ça... bah c'est pas un fossile. C'est pas comme ça que ça fonctionne les gars. Bref, j'ai affronté les dresseurs de l'arène et lu quelques livres avant d'arriver devant Aloé, la championne de Maillard. Elle a commencé avec son ponchien qui m'a vraiment saoulé avec son intimidation, mais bon, comme il avait autant de précision que Barcola devant le but de l'Inter, il a loupé les 2 premiers béliers. Je rigole Barcola, je t'aime. Ça m'a permis de placer 2 roulades gratuites avant une 3e qu'il a laissée dans le rouge, mais son attaque bélier qu'il a enfin réussi l'a terminée. Ensuite, elle a envoyé son Miradar, que je redoutais plus que tout, surtout avec sa vengeance, mais roulade coup critique, et sans que j'ai eu le temps de comprendre, j'avais déjà mon second badge. À peine avais-je refermé mon étui de badge que j'apprenais que la team Plasma avait volé le crâne du squelette de l'entrée du musée. Ni une ni deux, je suis parti à leur poursuite dans la forêt d'Empoigne. Au passage, j'ai enfin fait évoluer mon Venipat en Scobolide et j'ai capturé mon second Pokémon, un Larveyette au niveau 17. Je m'en suis d'ailleurs servi pour décimer la team Plasma, pour éviter que Scobolide ne dépasse le niveau 23 du Manternel d'Arty. J'ai rencontré un des sages suppléants de Getis, puis une fois le crâne récupéré et rendu à Aloé, j'ai quitté la forêt et j'ai traversé le pont Sagiciel. D'ailleurs je me demandais, ça aurait pas été plus simple de pas faire un pont sur le pont? Juste une route piétonne à côté ça aurait suffi je pense. Après je suis pas architecte, mais bon. J'ai finalement atteint Volucité, une immense ville avec une forêt de gratte-ciel. Je me suis directement rendu à l'arène où j'ai croisé Chiren qui m'a fait un discours comme quoi il était le meilleur et que même quand il bâillait, il le faisait mieux que les autres. Puis j'ai vu Arty qui m'a demandé d'attendre pour l'affronter parce qu'il y avait encore des histoires avec la team Plasma. Il m'a demandé de l'accompagner, j'ai anéanti mon opposant et on a rencontré Getis avec 2 sages à ses côtés. Le chef a commencé à parler de vieilles légendes avec un dragon blanc, puis il a dit qu'un héros était parti en quête de réalité, même si j'ai un peu l'impression que ça veut rien dire. Suite à ce magnifique discours dans lequel il nous exposait simplement son plan, il nous a rendu le Pokémon de Bianca sans poser de résistance et ils ont fui. Donc grossièrement, il voulait simplement qu'on soit au courant de son plan. J'imagine que je suis trop bête pour comprendre. Bref, j'allais affronter la reine d'Arty, mais pour ça il fallait que mon équipe soit au niveau 23. Donc je suis retourné m'entraîner dans la forêt d'Empoigne, mon Larveyette a évolué en couverture et j'ai achevé mon entraînement. Je me suis donc présenté devant Arty, la seule personne de la région qui avait également compris le potentiel infini des Pokémon insectes.
J'ai commencé par monter la défense de mon Scobolide au maximum avant de réussir 2 fois d'affilée 5 roulades. Ces Pokémon ne pouvaient pas me faire plus mal qu'avec de pauvres survinsectes, et j'ai remporté mon 3e combat d'arène, les doigts dans le nez. Au nord de Volucité, j'ai retrouvé Bianca qui essayait de se prouver qu'elle était devenue une grande dresseuse. Alors évidemment, je me suis fait un plaisir de briser ses rêves et de tremper mes cookies dans ses larmes. Plus loin, j'ai fait la même chose à Cheren et j'ai visité la route 4 où j'ai trouvé un Krabicoque au niveau 20 que j'ai capturé. Ça me faisait maintenant une moitié d'équipe. En arrivant à Méanville, je suis encore tombé sur des sbires de la Team Plasma qui embrouillaient le vieux de la pension parce qu'ils voulaient lui voler les Pokémon qu'il gardait, mais pour leur bien. Ouais, ils les volent pour leur bien et ils les frappent gratuitement, j'imagine. Ça me rappelle cette fille que j'ai séquestrée pendant 2 ans, c'était pour son bien. Elle m'aimait mais refusait de le reconnaître. Oui, je vais très bien. Bon, j'avoue, j'étais pas prêt et j'ai failli être game over. J'ai terminé les combats avec tous mes Pokémon dans le rouge, c'était chaud. En me rendant au nord-ouest de la ville, il y a Bianca qui m'a arrêté pour que je fasse un tour au music hall. Mais vous savez, c'est pas mon délire de danser et chanter, du coup je suis sorti. Et là, il y a le père de Bianca qui est venu pour la ramener chez eux, parce qu'il trouvait que sa fille de 14 ans ne devait pas vagabonder de ville en ville, dormir sous des ponts et faire des combats de rue. Heureusement, Inésia, la championne locale, est intervenue pour lui faire entendre raison, et il est rentré chez lui. À l'est de la ville, j'ai à nouveau croisé la route du mystérieux N, qui m'a proposé de m'aider à retrouver les sbires de la Team Plasma. Pour ça, il a voulu faire un tour de grande roue avec moi. J'ai trouvé ça bizarre, mais passons. Il m'a dit qu'il était le roi de la Team Plasma, qu'il allait aider Getis, et il a mis sa main sur ma jambe. Bref, on a passé un bon moment. En redescendant, il a voulu m'affronter, pour donner le temps à ses sbires de s'échapper, sachant que ce sont eux qui sont venus à la grande roue, ils avaient déjà tout le temps de filer. Grâce à mon nouveau Pokémon, j'ai vaincu son équipe, même si c'était assez serré, il me restait que 6 PV. Après le combat, il m'a dit qu'il allait devenir le maître de la région, celui qui ignorerait la défaite, etc. etc. Enfin bon, pour le moment il y a quand même 3-0 pour moi, donc la défaite tu la connais sacrément bien mon pote. Avant d'aller affronter l'arène, je me suis dit que j'aurais certainement besoin d'un Pokémon à sacrifier, surtout à cause de la stratégie d'Inésia qui consiste à spammer Change Éclair. Du coup je suis allé au bois des illusions et j'ai attrapé un autre Venipat. Après avoir récupéré le bracelet Macho, je suis retourné sur la route 3 pour augmenter les EV d'attaque de mes 2 nouveaux Pokémon, puis j'ai terminé leur entraînement en les amenant au niveau 27, donc mon Venipat a évolué en Scobolide. C'était maintenant le moment d'aller affronter Inésia. J'ai commencé avec Krabicoque et elle avec un Emolga. Elle a évidemment fait Change Éclair et moi j'ai lancé Jet de Sable. Ensuite j'ai profité que son nouvel Emolga manque son attaque pour poser les pièges de roc. Après ça il a loupé une nouvelle attaque et j'ai fait Anti-Air, ce qu'il a laissé dans le orange, puis encore une fois il rate Change Éclair et je le termine avec Anti-Air. Ça faisait un Pokémon en moins. Elle m'a ensuite envoyé son premier Emolga qui a pris les PDR et qui a lancé Change Éclair. Mon Krabicoque a survécu à 1 PV, j'ai failli pleurer et j'ai utilisé Piqûre sur son Zeblitz avant de changer pour mon nouveau Scobolide en anticipant sa vive attaque. J'ai fait une erreur et j'ai lancé Piqûre alors que je savais très bien qu'elle allait retourner sur son Emolga. Puis que Poison pour terminer, mais il était plus rapide que moi et a utilisé Aéropic, ce qui a laissé mon Pokémon Sacrifice à 1 PV également, et je l'ai mis KO. Du coup je me demande, si son but était de tomber KO et qui a survécu, est-ce qu'on peut dire qu'il a rempli son rôle? Bref, j'ai à nouveau anticipé la vive attaque de Zeblitz en switchant cette fois sur mon Couverdure qui a tanké comme un prince un Nitro-Charge doublement super efficace avec 5 PV et qu'il a terminé avec une tranche herbe coup critique. Je pense qu'on peut dire que j'ai eu de la chance. Sur 3 Pokémon, il me restait 7 PV en tout. Mais au moins c'est passé, j'avais la moitié des badges de la région et mon Couverdure avait évolué en Manternelle. En allant sur la route 5, j'ai croisé Cheren qui voulait se mesurer à moi. Mais bon, j'ai one-shot tous ces Pokémon donc c'était même pas marrant. Par la suite, Inésia nous a présenté un vieux monsieur du nom de Goya. C'était en réalité le maître du Nice, titre que Cheren et moi convoitions, mais ma timidité légendaire m'a empêché de dire le moindre mot. Par contre, mon meilleur ami de substitution, lui, a fait part de ses projets à Goya, en disant qu'il voulait juste être le plus fort. Et Goya avançait qu'il y avait plusieurs visions de la vie. Il y a ceux qui veulent être champions pour être les plus forts, et il y a ceux qui aiment juste les Pokémon. Comme il y a ceux qui font des vidéos recettes de cuisine, et ceux qui commencent par « Tu savais que… Non, je savais pas, non, arrête de me casser les couilles !» Pardon, désolé, j'ai perdu mon calme. Après cette discussion, on a tabassé des écoliers qui passaient par là, puis Inésia a fait s'abaisser le pont Yonneuve. De l'autre côté, Bardan, le champion du port Yonneuve, nous a appris que le fait de baisser le pont a permis à la Team Plasma de pénétrer dans la ville. Bon, on passera sur le fait qu'avec un Pokémon qui connaît Surf et un grappin, ils auraient pu arriver de n'importe où, mais bon. Bref, arrivé au port Yonneuve, je suis parti vers le sud où j'ai trouvé le hangar frigorifique. Là, Cheren m'a rejoint pour m'aider à appréhender la Team Plasma. Après quelques minutes à déraper sur la glace, on les a trouvés au fond d'un conteneur. On les a éclatés, puis Bardan est arrivé pour les arrêter. Et c'est là que Cheren a dit « Leur ambition, ce serait de séparer les humains et les Pokémon. Cela reviendrait au même qu'éradiquer les Pokémon de la planète, non ?» Alors, non, du coup, ça revient pas du tout au même. Si je voulais séparer tous les ananas des pizzas, ça voudrait pas dire que je veux que tous les ananas disparaissent. Un peu trop extrême celui-là, il jure que par la puissance, veut être le plus fort de la région, et là il me parle d'exterminer des races alors que personne n'en a eu l'idée. Vous me le surveillez celui-là. Plus tard, en me rendant à l'arène du port Yonneuve, je suis tombé sur Getis qui faisait encore un spectacle, mais devant Bardan cette fois. On pourrait résumer ça par « Bonjour, je viens libérer mes hommes ».
Vos hommes sont des criminels, ils ont essayé de voler des Pokémon. Non, ils ont essayé de dérober des Pokémon. Ah ok, my bad, vous êtes libre. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, dites-moi. Voilà, après ça je me suis rendu sur la route 6 où j'ai capturé un carabing. Je l'ai entraîné, puis un gars qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau m'a permis de le faire évoluer, en me l'échangeant et en me le rendant. Vraiment trop sympa ces inconnus. Puis c'était un sacré beau gosse si vous voulez mon avis. Ensuite j'ai monté tous mes Pokémon au niveau 31. Mes Scobolides sont devenus des Brutapodes et il me fallait une attaque pour gérer le Minotaube de Bardan. Donc je suis allé sur la route 4 pour récupérer Tunnel, je l'ai appris aux 2 Brutapodes et je suis allé défier la reine du débile. Est-ce que ça a été compliqué? Non, évidemment. Il a rien pu faire face à la toute-puissance des insectes. Manternel a one-shot son escroco avec Trancherbe, son Minotaube a succombé après un seul tunnel, bon, le coup critique a peut-être joué, et Trancherbe contre Batracné, je vous fais pas de dessin, même si ça aurait été très joli. Et c'était bon, j'étais maintenant en possession de 5 badges. Mais la prochaine arène de type vol allait certainement être plus compliquée. Heureusement, j'allais devoir visiter la grotte électrolyte avant ça. Mais encore avant, j'ai été interrompu par Bianca, qui essayait encore et toujours de se prouver qu'elle était une vraie dresseuse. Ce qui m'a pris environ 2 minutes pour lui montrer qu'elle se trompait. Ah vraiment, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses amis? Maintenant devant la grotte électrolyte, j'ai été bloqué par une toile de Migavolt, mais mon héros Bardan le rusé est venu à mon secours. Son escroco a mis un coup de tête dedans et il a cassé la toile. Bref, passons. Une fois dans la grotte, j'ai été intercepté par 2 sortes de ninjas qui m'ont escorté sur 3 mètres pour aller voir N avant de dire que leur mission était accomplie. Je pense qu'il y a des emplois fictifs au sein de la Team Plasma. Et du coup, N voulait juste me dire des trucs de hippie et qui m'avait tendu un piège plus loin. Bah écoute, merci mec. Après ça, j'ai rencontré et capturé un statistique au niveau 25. Plus loin, les ninjas m'ont aidé à traverser un pont. Je sais pas quoi dire, j'ai pas compris non plus. Encore plus loin, j'ai éclaté plusieurs sbires avant d'arriver devant N, qui m'a fait un discours sur le fait que les noirs et les blancs ne devaient pas se mélanger. Je sais pas trop pourquoi il m'a parlé de ça à ce moment-là, mais j'ai pensé qu'il s'entendrait bien avec Cheren finalement. Ils sont tous malades dans cette région en fait. Bref, on s'est affronté, je l'ai de nouveau ridiculisé, puis le professeur Keteleria est arrivé avec Bianca, et avec N, ils ont parlé du fait que c'était pas bien de posséder des Pokémon, alors même que N en capture. Je sais bien qu'il les relâche après, mais est-ce que ça excuse tout? Puisqu'il les considère comme nos égaux, je pense qu'il y a une faille dans sa rhétorique. Alors que moi, je suis droit dans mes bottes, et je les asservirai tous. Une fois qu'ils sont partis, j'ai atteint Parsemie, et le rendez-vous de ma prochaine épreuve, l'arène de Carolina. D'ailleurs, je l'ai rencontrée en ville. Elle m'a dit qu'elle avait aperçu un Pokémon blessé au sommet de la Tour des Cieux et qu'elle partait pour l'aider. Et pour une raison que j'ignore, elle a attendu que je les rejoigne, sachant qu'il était déjà trop tard puisqu'elle l'avait soigné. Ouais, j'ai pas compris non plus. J'ai mis tous mes Pokémon au niveau, mon Krabicoque est devenu un Krabarak et j'ai appris Change Éclair à Statitique. J'étais prêt à affronter Carolina. Elle a commencé avec son Rhinolove et moi mon Statitique. Il a fait plénitude et j'ai baissé sa vitesse en l'affaiblissant avec Toilélec, ce qui m'a permis de frapper en premier au tour suivant et de faire changer clair pour envoyer Lance-Argot qui gérait très facilement Rhinolove. Après un coup de boule, j'en suis venu à bout. Puis ça a été au tour de Déflaisant, que j'aurais vaincu sans problème si Carolina n'avait pas utilisé une hyper potion. J'ai joué avec le feu en priant pour qu'elle ne m'inflige pas de coup critique et j'ai switché sur Brutapod au dernier moment. Sauf qu'elle a finalement réussi à m'infliger un coup critique et j'ai perdu un Brutapod et accessoirement le premier Pokémon de mon aventure. J'ai donc envoyé Statitique qui a terminé le travail avec Change Éclair. Enfin est venu le dernier affrontement, Lacmessing contre Krabarak, et bien sûr c'est le Pokémon insecte qui a gagné. Après le combat, mon Statitique a évolué en Migavolt et j'ai obtenu mon 6ème badge. J'avais parcouru les 3/4 du chemin, j'y étais presque. En sortant de l'arène, j'ai été surpris par ce raciste de N, qui est juste venu me raconter le plan de Gettys pour conquérir le monde. Puis il a laissé son côté allemand reprendre le dessus, et il a dit qu'il serait le héros qui allait tout changer, etc. J'avoue, j'ai pas tout écouté. En continuant ma route vers le Mont Forêt, Cheren m'a lancé un défi pour voir s'il avait enfin rattrapé mon niveau. Dommage pour lui, mais c'était vraiment pas le cas, et suite à ce combat, il y a Goya qui s'est ramené. Il a fait au calme un saut d'une dizaine de mètres, il nous a félicités et remis la CS Surf. Bref, j'ai passé le Mont Forêt, j'y ai encore rencontré la Team Plasma qui avait visiblement trouvé ce qu'il cherchait, mais bon, balèque. J'ai atteint Flocombe et j'ai trouvé un escargome. Vous savez quoi? Vous allez pas me croire, mais le bel inconnu de la dernière fois est repassé par là et m'a aidé à faire évoluer mon escargome en Limaspeed. J'avais enfin une équipe vraiment solide. Ils sont tous passés au niveau 39 et je suis parti régler Zou, son sort-boule contre mon Krabarak. Il était plus rapide, mais j'ai frappé plus fort. Premier one-shot. Ensuite est venu le tour de Polagriffe. Il était vraiment dangereux, du coup j'ai profité du moment où il a utilisé une hyper potion pour envoyer mon Lance-Argot. Là, il m'a fait vantardise, ce qui m'a permis de one-shot avec Tête de Fer son Polagriffe et son Exagel. Voilà, là c'était vraiment simple. Plus qu'un badge et je partais pour la Ligue Pokémon. Avant ça, j'ai été de nouveau approché par le trio des ombres, qui m'a demandé de me rendre à la tour Dragospire, et je les remercie parce qu'ils ont interrompu Cheren et Bianca qui chialaient parce qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Bref, je suis allé au nord et on m'a appris qu'ils avaient fait sauter le mur de la tour. Mais plus que ça, ils ont carrément fait construire un pont. Ils sont peut-être pas si mauvais que ça finalement. En montant, j'ai encore une fois humilié une dizaine de sbires avec mes Pokémon insectes beaucoup trop puissants. Mais quand même, ça fait beaucoup de Pokémon possédés par des gens qui possèdent pas de Pokémon. Au sommet de la tour Dragospire, j'ai retrouvé le roi des Sistras. Il était face à un dragon blanc qui... Attendez, c'est quoi ça? Pourquoi il a le... Putain, je vois que ça maintenant.
Il veut pas mettre un slip? Bon, on va faire comme si tout était normal. Il m'a dit qu'il avait enfin réussi à mettre la main sur le Pokémon légendaire Reshiram et qu'il allait s'envoler pour la Ligue Pokémon. Mais bon, une fois n'est pas coutume, il m'a dit comment faire pour déjouer son plan. Pour ça, il fallait que je réussisse à réveiller Zekrom, le second dragon légendaire. Et du coup, je suis parti pour le château enfoui. Comme d'habitude, j'y ai affronté la Team Plasma, et tout au bout, on a rencontré Getis, qui a fait tout ce chemin juste pour nous dire qu'il allait libérer les Pokémon et qu'on pourrait pas vaincre N. Bah ils doivent sacrément se faire chier dans leur château pour qu'ils viennent perdre leur temps pour ça. Puis on l'a laissé s'enfuir sans rien faire, vraiment faudra qu'on m'explique si on a l'intention de l'arrêter pour de vrai ou pas, parce que moi je comprends plus rien. Cheren nous a proposé de sortir des ruines pour respirer, et là le professeur Keteleria m'a demandé de me rendre au musée de Maillard. Suite à quoi, Cheren est reparti dans les ruines du château. Du coup, j'ai pas compris pourquoi il nous avait demandé d'en sortir juste avant. J'ai de plus en plus de mal à les suivre ces gens-là. Sur place, j'ai retrouvé tout le monde, et Aloe m'a remis le galet noir, puisque c'était à moi de sauver le monde, et certainement pas au maître Pokémon de la région qui a des décennies d'expérience juste à côté. À ce moment-là, Bianca nous a fait remarquer qu'on avait eu de la chance que la Team Plasma ait volé le crâne du squelette du musée, et non pas le galet noir qui était juste en face. D'autant plus que N et Getis étaient parfaitement au courant de son existence, puisque ce sont justement eux qui m'en ont parlé. Merci le scénario. Mais bon, il fallait maintenant que je me rende à Janusia, la ville des spécialistes des Pokémon Dragons, pour qu'ils m'aident à réveiller Zekrom. J'ai donc repris ma route et avant le pont ferroviaire, j'ai retrouvé Bianca, qui m'a dit qu'elle voulait devenir mannequin comme Inésia et que pour ça, elle devait m'affronter. J'ai pas compris la logique, enfin, je suis pas examinateur donc j'ai pas capté, mais je lui ai quand même cassé la gueule, c'était gratuit. Une fois sur le pont, j'ai vu Getis au loin, du coup j'ai voulu aller vers lui, mais il y a encore une fois les super ninjas de la tristesse qui m'ont escorté sur les 2 derniers mètres jusqu'à Getis, et qui ont encore fait passer ça pour une mission réussie. Mais du coup Getis voulait juste me dire que ses préparatifs étaient terminés et qu'il allait gagner. Bref, on commence à avoir l'habitude de leurs interventions. À Janusia, Getis faisait encore un spectacle où il expliquait que posséder des Pokémon c'était mal, alors que chacun de ses hommes en possédait également, etc. etc. Mais à ce moment-là, j'étais avec Goya, donc un des représentants de l'autorité à Unis. On sait tous que c'est une organisation criminelle, qu'ils volent des Pokémon et qu'ils ont un super plan machiavélique pour forcer tout le monde à relâcher ses Pokémon. Donc, à quel moment on intervient? Ou au moins, à quel moment on arrête de les laisser s'exprimer publiquement comme ça? Parce que là, j'ai limite l'impression d'être complice. On pourrait, je sais pas moi, les arrêter, je dis ça au hasard. Bref, j'ai trouvé Watson et Iris, les champions de Janusia, qui devaient m'apprendre comment réveiller le Pokémon légendaire. Je les ai donc suivis chez eux, ils m'ont raconté qu'il y a longtemps les Pokémon légendaires ne faisaient qu'un, et qu'ils ont construit Unis avec des héros qui étaient des jumeaux. Et comme ils n'étaient pas d'accord, ils se sont séparés et fait la guerre, parce que l'un voulait un monde en paix et l'autre un monde d'espoir. Bon, honnêtement, je pense qu'ils se sont foutus de ma gueule, parce qu'on peut pas faire la guerre pour des raisons comme ça. Bref, ils m'ont raconté toute l'histoire de leur région, dont je me fous complètement, pour au final me dire qu'ils savaient pas comment réveiller Zekrom. Non mais, ils vont me rendre fou. C'est pas possible des débiles pareils. Ils me font perdre du temps pour rien alors que j'essaie de sauver leur région. Moi j'en ai rien à foutre hein, si je veux je rentre chez moi. Bon, j'ai entraîné mes Pokémon jusqu'au niveau 43, enfin presque tous parce que j'ai pas fait attention mais mon Krabarak est passé au niveau 44 donc j'ai pas pu l'utiliser et je suis parti affronter Iris. En toute honnêteté, je pensais compter presque exclusivement sur Lansargot et son type acier, mais même pas. Limaspide a endormi son incisage pendant qu'il faisait des danses Draco et grâce à demi-tour j'ai switché sur Brutapod qui a placé quelques murs de fer pour compenser ses danses Draco, puis je l'ai mis KO avec des bulles de boule après qu'elle ait épuisé ses hyper potions. Ensuite son Dracarmin m'a forcé à changer de Pokémon avec Dracoqueux, donc je suis parti sur Manternel qu'il a éclaté avec 2 plaies croix, et pour éviter que son Tranchaudon ne se place trop vite et devienne ingérable, je suis revenu sur Brutapod qu'il a empoisonné avec son point poison, qui s'est placé plus vite que lui grâce à des murs de fer, et enfin j'ai enchaîné 2 bulles d'eau boule couplées au poison pour le terminer, ce qui m'a permis d'enfin obtenir mon dernier badge. En sortant, il y avait le professeur Keteleria qui m'attendait pour me féliciter et me dire que d'après ses recherches, je pourrais pas réveiller Zekrom s'il ne reconnaissait pas ma valeur. Sachant qu'on n'est même pas certain qu'il est vivant ou même conscient dans le galet noir. Ce qui veut dire que j'ai potentiellement juste un caillou dans la poche. Bref, j'ai laissé ces interrogations derrière moi et je me suis lancé sur la route 10. Là, j'ai retrouvé Cheren et Bianca. Mon pote suprémaciste préféré voulait m'affronter une ultime fois avant la ligue. Et autant vous dire qu'il avait bien l'intention de se venger de toutes les humiliations que je lui avais infligées par le passé. Bon, son déflaisant c'était de l'eau pour mon Megavolt, et j'ai même pu le terminer avec Change Éclair et envoyer directement Krabarak pour faire face à son Roitiflamme, qui, soyons transparents 2 minutes, one-shot tous mes autres Pokémon. Donc il fallait absolument que je le mette KO plus vite. J'ai fait Exuviation, mais évidemment il était plus rapide que moi, et c'était confirmé, je survivrais pas à un second lance-flamme. Au deuxième tour, j'ai lancé Tunnel, et j'ai prié pour le mettre KO en un coup, mais non. Il a survécu à une poignée de PV et le Grelocoq ne m'a pas rendu suffisamment de points de vie pour compenser la diminution de mes défenses. Évidemment, son Roitiflamme a mis au tapis mon Krabarak et j'ai perdu mon second Pokémon de mon aventure. Au revoir Krabarak, petit crabe parti trop tôt. J'ai repris mes esprits et je l'ai terminé avec Brutapod qui n'a eu aucun mal à venir à bout de tous ses autres Pokémon avec Bulle de Boule.
Après ce combat, Chiren a reconnu qu'il n'était pas de taille face à moi, et ça c'est le plus important pour moi, surtout après la perte de mon crabe favori. Après ça, j'ai repris ma route, j'ai passé les portes de contrôle des badges, et je suis enfin arrivé à la route victoire. Le premier Pokémon que j'y ai rencontré était un Fermite au niveau 37. Ça tombe bien, une place venait justement de se libérer dans mon équipe. Même si Lansargo avait déjà le même type, il était beaucoup trop lent, donc c'était bien sûr pas de refus. Ensuite, j'ai gravi la route victoire, en faisant des dizaines d'allers-retours jusqu'à l'infirmier sur place, autrement ça aurait été très galère de progresser. Et je suis finalement arrivé devant la Ligue Pokémon. Tous mes Pokémon étaient au niveau 50, ce qui correspondait au niveau du meilleur Pokémon de chaque membre du Conseil 4. J'ai commencé par celle qui me semblait la plus simple à battre, Persila et ses Pokémon de type Psy. Bon, j'avoue, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Quand je suis arrivé dans sa salle, elle sortait du lit. Mais c'est pas son pyjama qui allait me déconcentrer. J'ai commencé avec Fermite et elle Symbiose. Je savais que j'étais plus rapide, mais j'avais rien de plus puissant que Piqûre, même si ça lui faisait de bons dégâts. Elle de son côté a tenté une Exploforce, mais vous connaissez le dicton, 70% c'est 0%. Du coup j'ai pu terminer ce premier duel avec une seconde piqûre, ce qui a permis à mon Pokémon de passer au niveau 51 et d'enfin apprendre une véritable capacité de type insecte, à savoir Plécroix. Et là, j'allais plus rigoler avec elle. En second Pokémon, elle m'a envoyé Sidérella, mais elle a essayé de se placer avec plénitude pendant que je l'ai mis KO en 2 coups avec ma nouvelle attaque. Ensuite est venu le tour de Cryptero, le seul qui n'était pas faible aux attaques insectes. Par contre, il était faible à mâchouille, donc 2 attaques et c'était plié. Et ce malgré sa lame d'air, puisqu'il était plus lent que mon Termite, donc pas de flinch. Elle m'a finalement envoyé son dernier Pokémon, Musharna, mais mon Fermite n'avait plus suffisamment de points de vie pour l'affronter, donc j'ai envoyé Lansargo à la place, puisqu'il était également résistant aux attaques psy. Mais bon, il a fait rayon chargé, ce qui a augmenté son attaque spéciale. J'ai lancé Plécroix, ce qui a eu pour effet de le mettre dans le rouge, et elle a fait Psycho coup critique, mais mon Pokémon a plutôt bien tenu le coup. Persila a évidemment utilisé une guérison, mais ce coup-ci mon attaque l'a mis KO en un seul coup et j'avais vaincu le premier membre du Conseil 4. Le prochain sur ma liste était Pieris, puisque j'avais également l'avantage du type sur ses Pokémon ténèbres. Au final, celui qui allait le plus m'embêter était son Bagaïd, qui était neutre à mes attaques insectes. Et justement, il commençait le combat avec ce Pokémon. De mon côté, j'avais opté pour Brutapod. Comme Pieris n'utilisait que des capacités physiques, j'espérais pouvoir me placer avec des murs de fer. Ce premier duel a été assez long, d'autant plus qu'il baissait ma précision avec ses jets de sable à la con et également ma défense avec ses mâchouilles. Mais bon, à force de temps, de poison et d'attaques ratées, j'ai fini par le mettre KO. Ensuite est venu le tour de son Léopardus, qui a essayé de me bluffer, mais mon Buldoboule l'a mis aux portes du chaos. Ensuite, comme ma chenille était amoureuse de son chat, j'ai loupé 2 attaques, et comme pour moi l'amour n'avait pas sa place ici, j'ai envoyé Lansargo pour terminer le travail. Il s'est placé avec un mur de fer en encaissant les aéropics de son adversaire, et alors même qu'il était amoureux, Lansargo s'est rappelé que l'amour c'était avant tout un combat, et il a envoyé Léopardus au tapis avec une Plécroix. Ensuite, Pieris a envoyé son Crocorible qui a intimidé mon escargot blindé avant de lui envoyer un séisme. Mais c'était insuffisant pour décourager mon Lansargo qui avait déjà vaincu l'amour. Il pouvait bien vaincre un crocodile, puisque comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le crocodile est moins fort que l'amour. Donc une Plécroix et on n'en parlait plus. Il lui restait plus que son Scalproie qui, malgré quelques aéropics, n'a pas réussi à vaincre mon Pokémon. Quant à moi, j'ai attendu le moment où il allait soigner son Pokémon pour envoyer mon Megavolt à la place. Mais en un seul tranche-nuit, il m'a fait comprendre que ce serait pas aussi simple. Donc après un rayon chargé, j'ai lancé Change Éclair pour jouer la sécurité. J'ai envoyé Fermite pour terminer le travail, sachant qu'il encaisserait facilement ses attaques. Après ça, il a suffi d'un tunnel et le tour était joué. Et de 2 dresseurs sur 4. J'allais maintenant m'attaquer à Anis, l'experte de type spectre, qui cette fois résistait à mes attaques insectes. Sa plus grande menace était son Lugulabre, qui pouvait one-shot n'importe lequel de mes Pokémon. Il me fallait donc un moyen de frapper avant lui. Bon, ça allait puisqu'il était plus lent qu'une voiture sans permis, et de le mettre KO en un coup pour ne pas lui laisser le temps de détruire mon équipe. J'ai donc observé mes Pokémon, et j'ai trouvé une stratégie assez simple. J'ai envoyé mon Limaspide contre son tout en qu'à faire. J'ai lancé Bâillement pendant qu'il manquait son feu follet, ensuite demi-tour, j'ai envoyé Manternel qui a tanké une Ballombe comme un chef, et j'ai profité de sa narcolepsie pour placer 3 Danse-Lames. Ensuite, c'était déjà terminé. Il m'a suffi de 4 Lamefeuilles pour terminer le combat. Son tout en qu'à faire n'a pas survécu, tout comme son Lugulabre, son Pokémon le plus dangereux, et alors ne parlons même pas de Golémastoc et Moyade qui étaient en plus faibles au type plante. Bon, ça m'a demandé un minimum de stratégie, mais au moins c'était simple. Il me restait plus qu'à affronter Kunz et ses Pokémon de type combat, eux aussi résistants au type insecte. Il a entamé le combat avec Judocrack et moi Lansargo, dans le but de me placer avec des murs de fer, puisque j'étais neutre à ses lames de roc. Sauf que 80% de précision, c'est 100% chez lui. Après 2 murs de fer, j'ai commencé à faire baisser sa barre de vie avec des têtes de fer, et au bout de 3 attaques et 5 lames de roc encaissées, je suis venu à bout de son premier Pokémon avec 50 PV restants. Après, il m'a envoyé Caraclé que j'ai mis KO avec 2 têtes de fer et en survivant à 2 nouvelles lames de roc. Ensuite, il m'a envoyé le boss final capable de one-shot tous mes Pokémon sauf Fermite, Betochef. Comme je savais qu'il allait pas faire lame de roc sur un Pokémon à 25 PV, j'en ai profité pour envoyer Megavolt. Il a tanké Marteau-Point et lancé Change Éclair. Là, je savais qu'il allait faire son attaque roche, donc j'ai choisi Fermite qui a encaissé facilement. J'ai utilisé Tête de Fer, ce qui lui a foutu la peur de sa vie, mais à cette range, il allait forcément soigner.
Du coup, j'ai envoyé Manternel et j'ai prié pour qu'il rate enfin une attaque. J'ai donc tenté Danse Lame et effectivement, il a finalement manqué son attaque. C'était le moment parfait. Le match était plié. Cette lame feuille était décisive. Et il a survécu à une poignée de points de vie. J'allais juste perdre mon Manternel. Mais là, le grand topiqueur m'a entendu et son béto-chef a raté une seconde lame de roc d'affilée. Cette fois, même sa guérison n'y changeait rien et de toute façon, c'était un coup critique. Il ne restait plus que son Shao Fuin qui s'est fait massacrer par une lame feuille. Bon, le quatrième membre du Conseil 4 était maintenant vaincu, même si j'ai eu beaucoup de réussite, mais en vérité, il n'aurait pas pu vaincre plus d'un de mes Pokémon. Il me restait plus que le maître de la ligue à affronter. En arrivant sur place, j'ai assisté à la défaite de Goya face à N. D'ailleurs, j'y pense, au sommet de la tour Dragospire, N m'a dit qu'il s'envolait pour la ligue Pokémon. Et donc, j'ai eu le temps d'aller au château enfoui, à Maillard pour parler aux débiles, j'ai passé le pont ferroviaire, j'ai atteint Janusia et vaincu la reine, j'ai battu Tchiren, gravi la route Victoire et anéanti le Conseil 4, et il avait genre 5 minutes d'avance sur moi. Il s'est passé quoi? Il était occupé à peindre des châteaux allemands? Bref, sa mégalomanie a refait surface, et il a dit qu'il était le dresseur suprême, encore plus que NTM. Et de ce fait, il a cru qu'il pouvait instaurer des lois. Franchement, le gouvernement dans cette région, j'ai pas compris. Il suffit d'être le plus puissant et on peut faire tout ce qu'on veut? Suite à ça, il a invoqué un château? Je vous cache pas que je commençais à avoir du mal à suivre. Genre, il y avait son château sous la ligue Pokémon? Mais du coup, ils l'ont construit sous terre? Ça a dû être super galère. Et ça fonctionne avec un système de pistons pour monter comme ça? Et puis même, admettons qu'il soit à la ligue et que par inadvertance, il dit la formule magique pour le sortir de terre. Comment il le remet sous terre puisque le sol est bousillé? Oui, je sais que c'est compliqué à dire sans faire exprès, mais ils ont dû faire des tests au moins, parce que le jour J, s'il prononce les bons mots mais qu'il n'y a rien qui sort, il aurait eu l'air con. Ah, tant de questions qui resteront sans réponse. Je me suis lancé à sa poursuite dans son château, mais j'ai été arrêté dans ma progression par les 6 papiers restants. Heureusement, Bardan et tous les champions du Nice, sauf Pseudogo SC Bâtard, sont venus m'aider et les ont retenus, me permettant de me focaliser sur mon véritable objectif, demander à N en quoi était fait le toit de son château pour qu'il puisse transpercer la terre sans se casser. J'ai donc repris ma route, mais j'ai été interrompu cette fois par les chômeurs des ombres, qui m'ont dit que je pouvais soigner mes Pokémon, que N et... je sais pas pourquoi il m'a dit ça, et pour me montrer sa chambre. Non, vraiment, ces gens sont des blagues. Je pense qu'ils se foutent de moi en vrai. Tout au bout de ces couloirs, j'ai retrouvé Getis, qui avait enfin fait tomber le masque. Il m'avouait son terrible plan de conquête du monde. Son but, en réalité, était de dire aux gens que c'était pas bien d'avoir des Pokémon, pour que les humains n'en aient plus et qu'ils soient les seuls à en posséder, et donc les maîtres du monde, parce que les gens, ils ont plus de Pokémon. Sans prendre en compte le fait que, je sais pas, n'importe qui voyant qu'ils sont assujettis par des tyrans, pourrait avoir l'idée de capturer de nouveaux Pokémon pour les défier. Mais surtout, je venais de comprendre que ça voulait dire que ce mec avec une tête adorable et un cache-œil, un plan de conquête du monde et un rire diabolique, c'était un méchant. Je vais vous demander de faire l'effort de remonter sur la chaise de laquelle vous êtes tombé pour vous remettre de cette révélation. Suite à ce retournement de situation insoupçonné, je suis entré dans la dernière salle, celle où le destin du monde entier allait se jouer, ou du moins jusqu'à ce que n'importe qui de pas trop stupide se rende compte qu'on se fout de sa gueule, ce qui, je vous l'accorde, risque de prendre du temps dans cette région. Je faisais maintenant face à N. Il m'a fait un discours sur notre parcours avant d'appeler Reshiram. Sauf que les architectes de la Team Plasma, aussi doués soient-ils, n'ont visiblement pas pensé à mettre une porte pour laisser entrer son Pokémon. Et j'espère qu'il fait pas ça dans toutes les salles, sinon le château va pas faire long feu. Puis même en dehors de ça, c'est vraiment pas pratique. Même pour le Pokémon qui doit se bouffer des murs à chaque fois qu'on l'appelle, alors qu'il aurait pu tout simplement attendre avec N. La salle me paraît suffisamment grande pour lui. Enfin bref, la présence de Reshiram semblait avoir fait réagir mon galet noir, et Zekrom, le second dragon légendaire, s'est réveillé. Comme N n'en voulait pas, je lui ai lancé le Master Ball et l'ai envoyé dans mon PC. En même temps, il peut pas tester mes Pokémon insectes. Voilà, le légendaire c'est fait, tant pis pour ton combat légendaire au sommet de ton château, j'allais maintenant devoir m'occuper de son dragon légendaire avec mes Pokémon insectes. J'ai commencé avec mon Brutapod contre son Reshiram. À ce moment-là, on va pas se mentir, je savais que j'allais perdre des Pokémon pour gérer son Reshiram. J'ai utilisé Tunnel qui, par chance, a fait un coup critique, mais ça a pas suffi, et mon Brutapod n'a pas survécu à la flamme croix de son Pokémon. Il fallait que j'atteigne mon but avec seulement 5 Pokémon. Mais grâce aux efforts de Brutapod, Fermite a pu venir à bout de son Reshiram avec un dernier Tunnel. C'était ensuite le tour de Cliticlic. Mais allez savoir pourquoi, certainement parce que j'avais une impression de déjà-vu, je me doutais qu'il s'agissait de son Zoroark, donc j'ai lancé Plécroix et effectivement c'était bien son Pokémon Ténèbres, qui n'a pas encaissé mon attaque. Après ça, il a envoyé Megapagos, qui après 2 têtes de fer n'a pas eu le courage d'attaquer, donc je l'ai terminé avec un nouveau tunnel. N m'a ensuite envoyé son Aeroptérix, qui n'a pas survécu à une tête de fer. Suite à ça, c'était le tour de son véritable Cliticlic, qui a pris un tunnel et une tête de fer pour éviter la guérison, avant de me lancer un tonnerre, qui m'a fait de bons dégâts. Mais le dernier tunnel a eu raison de lui. Il ne restait à N que son dernier Pokémon, un Sorbouboule, qui n'a vraiment rien pu faire contre les têtes de fer de mon Pokémon. J'avais gagné, N était maintenant vaincu. Et alors qu'il reconnaissait sa défaite, Getis est arrivé, l'a engueulé et nous a fait une envolée lyrique sur le fait d'infliger la terreur aux masses et de manipuler des bouseux. Ouais, là, la subtilité, il l'a mangé. Ensuite, le grand méchant qui voulait être le roi du monde s'est tourné vers moi et m'a défié.
Il a commencé le combat avec un tout tank à faire, et moi ça m'a rappelé un combat que j'avais fait il y a pas si longtemps. Les enjeux étaient à peu près les mêmes que contre Anis. Si son Trioxydre me touchait, il mettait forcément KO un de mes Pokémon. Mais il y avait deux différences avec le Lugulabre. Premièrement, Trioxydre était plus rapide que tous mes Pokémon sauf Limaspeed qui ne pouvait pas le one-shot. Mais en contrepartie, son attaque pour me vaincre était Déflagration, soit une attaque qui avait 15% de chance de manquer sa cible. Donc même s'il pouvait vaincre un ou deux Pokémon, il y aurait potentiellement un moment où je pourrais le toucher 2 fois. Bref, son tout tank à faire est parti dormir après avoir empoisonné mon Limaspeed et après avoir lancé une Ballombre à Maternelle. Puis j'ai utilisé 2 fois Danse Lame parce qu'après tout on sait jamais, et j'ai lancé Lamefeuille, ce qui a suffi pour son tout tank à faire. Ensuite, il m'a envoyé son fameux Trioxydre, qui était bien plus rapide que moi, qui a lancé Déflagration, mais qui a surtout raté son attaque. Ok, le combat était déjà terminé. Une plaie croix et au revoir le dragon. Après au massacre, pareil, one shot de Lamefeuille. Pour Scalproie, j'ai utilisé plaie croix. Crapustule évidemment n'a pas résisté à Lamefeuille. Et enfin, son dernier Pokémon Frison s'est également fait mettre KO en un coup avec Lamefeuille. Et c'était fait, j'avais enfin sauvé le monde. Goya et Cheren ont enfin arrêté Getis, il était temps. Du coup, je suis resté avec N, on a marché un peu. Il m'a dit que quand on s'est rencontré à Arabelle, il avait vu pour la première fois un Pokémon qui aimait les humains. Mais je venais à peine d'obtenir mon Venipat, donc elle est bizarre son histoire. Soit c'était aussi la première fois qu'il voyait un Pokémon, ce qui pourrait tout expliquer, soit les Pokémon détestent réellement les humains et j'aurais dû rejoindre la Team Plasma. Après ça, il m'a dit de réaliser mes rêves et il est parti. Bon, je veux bien, il était manipulé, etc., mais il était quand même profondément d'accord avec la Team Plasma. Et on le laisse partir comme ça avec son légendaire ? Ok, j'en ai marre de cette région, je vais rentrer à Jadiel. De toute façon, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver, le type insecte est définitivement le meilleur type existant, il faut maintenant que je m'occupe du plateau Indigo. Et voilà, c'est là que l'aventure touche à sa fin, j'espère que ça vous aura diverti. Comme pour le premier challenge que j'avais fait sur la version Saphir, je l'ai pas réussi du premier coup. Déjà, j'ai fait des dizaines de tests avec Larveuillette en starter, j'ai dû recommencer quelques fois contre Aloe, plusieurs fois contre Inésia qui, elle, était un enfer, et j'ai dû faire des tests sur une autre sauvegarde pour gérer le Reshiram de N, et encore j'ai eu un coup critique. Bref, c'était assez compliqué et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, pensez à vous abonner si vous pensez que le type insecte le mérite. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.